Salut à tous et bienvenue sur Tuto TST. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas une vidéo de démonstration, mais plutôt de présentation des notions de base de la thermique du bâtiment. Donc on va voir les différentes caractéristiques des matériaux. Pour ce qui est des caractéristiques thermiques des isolants, donc la première notion à connaître, c'est la conductivité thermique lambda. Le lambda, souvent, on l'utilise pour le matériau. On va avoir par exemple sur une laine de verre, lambda égale 32, donc ce qui va correspondre à 0,032 watts par mètre carré Kelvin. Donc ce qui correspond au flux de chaleur traversant un matériau en une seconde sur une surface de 1 mètre carré et de 1 mètre d'épaisseur. La résistance thermique, elle, va définir la résistance du matériau à avoir une bonne isolation. C'est-à-dire plus la conductivité thermique lambda est basse, plus l'isolant sera isolant, plus la résistance thermique est haute, plus l'isolant aura des caractéristiques intéressantes. Donc la résistance thermique, c'est la capacité du matériau à résister à la transmission de chaleur. Elle se calcule R égale E sur lambda. E, l'épaisseur du matériau, lambda, la conductivité thermique. Et elle est exprimée en mètre carré Kelvin par watt. La transmission thermique U, ça caractérise la paroi. Elle est l'inverse de R. Donc U est égal à 1 sur R et donc elle est exprimée en watts par mètre carré Kelvin. La capacité massique du matériau, c'est la capacité du matériau à emmagasiner de la chaleur par rapport à son poids. Donc je vous laisserai lire sur toute la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le document en format PDF. Je vais essayer de passer un petit peu toutes les notions de manière rapide et générale, le but n'étant pas de vous transformer en thermicien, mais que vous ayez un minimum de connaissances sur la thermique du bâtiment. Ensuite, il existe la masse volumique, donc c'est la masse du matériau par rapport à son volume qui est exprimée en kilomètres cubes. Un matériau possédant une bonne masse volumique, par exemple sur les isolants, ça sera de l'ordre de 40-50 km3. C'est ce qui va permettre d'apporter une inertie au bâtiment et donc permettre de stocker la chaleur et d'avoir un confort d'été. Donc l'inertie thermique, c'est la capacité du matériau à stocker de la chaleur. Et le déphasage thermique, il définit le temps que met la chaleur pour traverser un matériau. C'est-à-dire, exemple, donc pour un bâtiment, pour posséder une bonne inertie thermique, il faut avoir minimum un déphasage de 10 à 12 heures. Le soleil va rayonner sur l'isolant pendant 10 à 12 heures, puis il va traverser l'isolant. Donc on va prendre l'exemple, à midi le soleil frappe sur la façade, sur la toiture, peu importe, sur l'isolant. Aux alentours de 22 heures, donc on aura passé les 10 heures de temps de déphasage. Aux alentours de 22 heures, la chaleur va commencer à traverser l'isolant. Mais comme il fait plus froid à l'extérieur, grâce à une bonne ventilation, on va pouvoir injecter de l'air frais dans le logement et chasser l'air chaud. Donc maintenant, on va passer un petit peu à tout ce qui est condensation, humidité relative, moisissure dans le logement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une famille dans un logement dégage en moyenne 12 à 15 litres d'eau sous forme de vapeur chaque jour, par le fait de respirer, de cuisiner, de se laver, de faire de l'exercice. Donc cette humidité, il faut la chasser. La condensation donc due aux personnes et aux activités. Donc là, j'ai fait un petit tableau avec des différentes valeurs d'apport en litres. Donc par exemple, 4 personnes qui dorment produisent 1 à 2 litres d'eau par nuit. 2 personnes actives, 1 à 3 litres par jour. La cuisson des aliments, 1 à 3 litres par jour, etc. Pour ce qui est de la condensation, le taux d'humidité de l'air ou humidité relative est la proportion entre la quantité de vapeur d'eau effectivement contenue dans l'air et sa quantité maximale à la température donnée. Donc par exemple, on peut voir sur le diagramme qui est en dessous, à une température de 20 degrés Celsius, avec une humidité absolue de 50%, si on abaisse cette température à 10 degrés Celsius, on va arriver sur la courbe de saturation et donc avoir un point de rosée, c'est-à-dire que ça va condenser.
L'humidité relative. Donc pour une température de 20 degrés Celsius, si le degré hygrométrique se situe à 60% d'humidité relative, 1 kg d'air contient donc 8,64 grammes de vapeur d'eau, soit 14,4 grammes fois les 60% d'humidité relative. Un air trop humide est souvent le signe que la pièce est mal ventilée, donc que l'air est pollué. Si vous n'avez pas de VMC, pour ventiler un logement, la règle la plus simple, c'est d'ouvrir la fenêtre, de se mettre à l'opposé de la fenêtre, et dès que vous commencez à sentir un courant d'air, c'est que le logement est ventilé. Un air trop sec est malsain pour la peau, les muqueuses, les voies respiratoires. Et sinon, l'humidité relative idéale dans un logement à 20 degrés Celsius se situe entre 30 et 70% d'humidité relative. On peut resserrer la fourchette plutôt sur du 40-60%. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humidité, c'est nocif pour la santé, et un air humide est plus compliqué et plus dur à chauffer qu'un air sec. Donc la ventilation, qu'elle soit mécanique, naturelle ou manuelle, est importante. Pour ce qui est de la courbe de pression, donc l'air chaud contient plus de vapeur d'eau et exerce une pression atmosphérique supérieure à l'air froid. On peut voir là sur le diagramme donc la pression de vapeur saturante et la pression de vapeur réelle, donc sur l'image à gauche. Dans une maison, l'air chaud, elle va toujours chercher un point d'équilibre entre les différentes pressions intérieures-extérieures, et donc elle va entraîner avec elle la vapeur d'eau qu'elle contient. La condensation due au bâtiment. Il y a souvent des problématiques de condensation. Elles sont dues à un manque d'isolation thermique, à une paroi froide, à un problème d'imperméabilité à la vapeur d'eau des enduits, un problème d'humidification des murs par battement des pluies. Donc si par exemple vous avez un enduit qui est très peu perméable à l'eau, automatiquement la pierre par exemple, l'agglo qui est derrière, va absorber cette humidité. Et la présence des ponts thermiques liés par exemple à une isolation intérieure qui comporte de nombreux ponts thermiques comparés à une isolation extérieure. Donc la condensation dans les parois, cette humidité qui s'accumule à l'intérieur des parois est source de nombreuses dégradations, on l'a vu sur les photos précédentes, salissures, champignons, dégradation du revêtement. Et donc l'efficacité thermique de la paroi se retrouve baissée. Une laine de verre, une laine de roche par exemple, en présence d'humidité, va être beaucoup moins isolante qu'une laine de verre avec très peu d'humidité à l'intérieur. Le coefficient de résistance à la vapeur d'eau, donc qu'on appelle mu, elle indique l'épaisseur d'une couche d'air dont la perméabilité à la diffusion est équivalente à la couche d'un mètre du matériau considéré. Donc plus mu est élevé, plus la résistance est grande et donc plus le matériau est étanche. Donc, quelques petites valeurs. Le plâtre par exemple va posséder un mu de 10, le béton un mu de 100, le papier vinyle un mu de 12 000. La décomposition d'une paroi, il faut toujours essayer d'avoir la surface la plus perméable au flux de vapeur d'eau à l'extérieur du logement et de moins en moins perméable. Il faut un minimum, un ratio de 1 pour 5. Donc votre enduit qui est totalement perméable et la surface intérieure du logement qui soit pas imperméable, mais qui soit moins perméable que la surface extérieure, et donc il faut qu'il y ait un ratio de 1 pour 5. Donc là, quelques petites valeurs, je vous laisserai les regarder. Ensuite, l'équivalent lame d'air. Donc pour connaître la résistance des couches composant la paroi, il faut tenir compte de l'épaisseur de chacune. Donc l'équivalent lame d'air va s'appeler SD, qui est égal à mu, fois l'épaisseur du matériau, et donc l'unité est en mètres. Donc par exemple pour un mur de terre cuite possédant un mu est égal à 5, dont l'épaisseur est de 20 cm, on obtiendra un SD de 1 m. Pour un panneau en OSB de 9 mm, avec un mu de 50, on obtiendra un SD de 0,45 m. Donc par exemple, pour le mur en terre cuite,
Le mur s'opposera à la diffusion de vapeur d'eau euh, à la même résistance qu'une lame d'air de 1 mètre d'épaisseur. Contrairement au panneau OSB, lui, ça correspondra à 45 cm d'épaisseur. Ensuite, la capacité thermique, donc qui représente la quantité d'énergie à apporter à 1 mètre cube de matériau pour élever sa température de 1 degré Celsius. Donc on peut voir que le béton, le bois massif et les terres crues possèdent une forte capacité thermique, contrairement à la ouate de cellulose qui, elle, possède une faible densité thermique. Donc plus la capacité thermique est élevée, plus le matériau est capable de stocker de l'énergie. Donc plus il va avoir de l'inertie et apporter un confort d'été. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, plus le matériau est lourd, plus il possédera cette capacité de stockage énergétique. Donc là, quelques petites caractéristiques techniques des différents matériaux les plus utilisés: laine de bois, ouate de cellulose, coton, béton lourd, enfin bois lourd, pardon, briques alvéolaires, béton cellulaire, ainsi de suite. L'effusivité thermique. Elle est d'autant plus grande que la conductivité thermique du matériau est grande. Donc c'est le produit de la racine carrée de sa capacité thermique par sa conductivité thermique. Euh, Par exemple, dans une salle de bain avec des parois de type carrelage, on aura une sensation de froid. Contrairement à une salle de bain ou un mur en bois ou en liège, là on aura plutôt une sensation de confort. Donc pour passer de 5 à 10 degrés Celsius dans l'exemple, il faut 10 minutes pour du liège, il faut 80 minutes pour du bois et 330 minutes pour de la faïence. Donc c'est vraiment pas la température du matériau, mais c'est la température de conduction de chaleur du matériau. Donc toujours quelques valeurs à titre indicatif. Le déphasage thermique. Donc la courbe rouge va représenter la température extérieure et la courbe bleue va représenter la température intérieure. Par exemple, à 32 degrés Celsius extérieur, on aura 22 degrés Celsius intérieur, et donc le déphasage, là on voit qu'il y a un déphasage de 5 heures. C'est-à-dire que le soleil, la chaleur extérieure va réchauffer les murs, et avant de traverser la paroi, il va s'écouler 5 heures, et donc pendant 5 heures, la température intérieure va monter progressivement de 22 degrés Celsius à 31-32 degrés Celsius. Donc c'est là que l'inertie des matériaux est vraiment importante. Plus on va pouvoir augmenter ce déphasage, plus on va pouvoir lisser la température intérieure. Donc là, un exemple de déphasage thermique intéressant avec de la laine de bois, c'est ce qui est le plus utilisé en isolation de toiture pour obtenir une inertie importante grâce à sa densité qui est aux alentours de 40-50 km3. Avec 25 cm, on arrive à avoir des déphasages de l'ordre de 11 heures approximativement. Dernier point important, lorsqu'on choisit des matériaux, il est important de regarder l'énergie grise. C'est bien de moins consommer dans le logement, mais si c'est pour avoir plus consommé sur le cycle de vie du matériau, ça n'a aucun sens. L'énergie grise, ça va vraiment représenter le cycle du matériau, c'est-à-dire de l'extraction, de la transformation, fabrication, du transport et à la fin de vie du produit jusqu'au recyclage. Donc plus l'énergie grise sera importante, plus vous aurez une consommation en énergie primaire qui sera importante. Donc quelques exemples, l'aluminium de première fusion, ça représente 34 000 kWh par tonne. Par contre, on prend des blocs de terre stabilisés, il n'y a plus que 200 kWh par tonne. Tout ça, on va voir, donc, enfin, on le voit justement, c'est lié à la distribution, à l'utilisation. Donc, par exemple, pour les matériaux isolants, isoler le logement, distribution, le transport du négoce, alors déjà du fabricant au négoce jusqu'à chez vous. La fabrication, donc c'est bien en amont du négoce. La matière première qui a été utilisée,
Donc par exemple pour une laine de bois, ben, les arbres qui ont été coupés. Et donc tout un tas de déchets qui ne peut pas être réutilisé. Donc voilà, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de vous proposer d'autres vidéos sur la même thématique, des petites, on va dire des petits cours sur tout ce qui est thermique du bâtiment, réglementation thermique, comparatif, isolant, à base végétale, à base synthétique, base minérale. Voilà, par la suite, j'ai essayé de vous proposer quelques petites vidéos sur ce format-là. J'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, à plus!